Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je remercie la commission scientifique de la SRLF de me permettre aujourd'hui, au nom du GEF Musiped, le groupe d'études francophones sur la nutrition en réanimation pédiatrique, de vous parler de cette question entérale ou parentérale. Intitulé de cette présentation qui est volontairement un peu provocateur, comme s'il existait une seule réponse simple à cette question. Bien sûr, vous le savez, en réanimation pédiatrique, on peut alimenter, on peut nourrir nos patients par plusieurs voies. La voie orale, la voie entérale, la voie parentérale, mais aussi l'association de plusieurs de ces voies. Et je vais tenter aujourd'hui, rapidement et modestement, de vous donner les différents arguments dont on dispose pour choisir la meilleure voie en fonction des situations cliniques et éventuellement l'association de ces voies. Alors, pour appuyer mon propos, quelles recommandations ? Frédéric Vallat en a déjà parlé, hein, on est assez pauvre en recommandations dans le domaine de la nutrition en réanimation pédiatrique. Les recommandations américaines, peu de données ou des choses finalement assez vagues. Les recommandations européennes, que ce soit celle de 2006 sur la nutrition entérale ou celle de 2009 concernant la nutrition parentérale, concernent uniquement les adultes. Et les recommandations de l'ESGAN de 2005 sur la nutrition parentérale en réanimation pédiatrique, finalement, s'appuient sur des études de niveau de preuve faible, voire très faible, et donc des recommandations de grade C ou D, on va dire au mieux. Les essais randomisés contrôlés sur la nutrition en réanimation pédiatrique, il y en a peu, quoiqu'il y en a finalement de plus en plus ces dernières années. Alors ça, c'est une revue intéressante publiée récemment dans Critical Care qui reprend, qui fait en fait la liste, le catalogue des essais randomisés contrôlés sur la réanimation pédiatrique. Et on voit qu'effectivement, il y en a plus ces dernières années, mais finalement toujours environ 10 fois moins que chez l'adulte, avec des populations incluses qui sont en général au moins 5 fois moins importantes dans les cohortes que chez l'adulte, et qui sont 3 fois moins souvent que chez l'adulte des essais multicentriques. Concernant la nutrition qui nous intéresse aujourd'hui, sur les 25 dernières années, donc cette équipe a listé 21 essais qui ont été véritablement randomisés. Donc ça correspond à 8% à peu près des travaux qui sont faits dans le domaine de la réanimation pédiatrique. Quand on essaye de faire une mise au point, on regarde s'il y a une méta-analyse Cochrane. Il y en a une qui existe, qui a été publiée en 2009 concernant le support nutritionnel en réanimation pédiatrique. On est assez déçu par les conclusions. Un seul essai a été jugé pertinent pour entrer dans cette analyse, qui concernait des enfants brûlés avec la thématique de la nutrition entérale plus ou moins précoce. Bref, on a peu de choses sur lesquelles s'appuyer actuellement. Et vous en êtes convaincu, la stratégie du support nutritionnel chez l'enfant en réanimation actuellement repose sur des données essentiellement venant de l'adulte, parfois de l'enfant sain, et forcément on a la place là pour des avis d'experts. Justement, donc nous avons avec le groupe francophone d'études sur la nutrition en réanimation pédiatrique participé à cette RFE, nutrition en réanimation, et nous avons pu participer à la rédaction du chapitre particularité pédiatrique qui n'est pas encore publié, mais dont je vais vous présenter quelques items en avant-première. Le premier, le voici, c'est une évidence. Il faut nourrir tous les enfants hospitalisés en réanimation, c'est un accord fort. Les pédiatres ne manquent pas d'humour, mais c'est important de le préciser. Bien sûr, la question qui vient juste après, c'est comment ? Nous voilà à notre question d'aujourd'hui. Se poser cette question, c'est finalement, ça revient à se poser la question, la voie d'administration a-t-elle un effet propre ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on a uniquement un effet nutritionnel, ou est-ce qu'en soi, la nutrition entérale ou la nutrition parentérale a un effet non alimentaire qui peut être bénéfique ou délétère selon les situations. On connaît bien en réanimation pédiatrique au quotidien la nutrition entérale, peut-être plus physiologique, quoique est-ce que c'est physiologique de remplir en continu un estomac ? Moins cher, ça c'est imparable, moins de complications, c'est bien connu. La parentérale peut être plus efficace, entre guillemets, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais préciser que la nutrition orale est toujours à privilégier. Ça concerne peu de patients en réanimation pédiatrique, quand même quelques-uns, notamment en surveillance continue pédiatrique. L'alimentation orale reste à privilégier, reste une priorité. Parlons de nutrition entérale. Quels sont les bénéfices spécifiques de cette voie d'administration de la nutrition en réanimation ?
On est obligé de se tourner vers la littérature adulte. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. C'est des choses qui sont connues maintenant depuis une dizaine d'années. La nutrition entérale réduit les complications infectieuses. Il y a eu quelques belles études là-dessus, et ça ressort également sur le plan méta-analytique. La nutrition entérale précoce diminue la mortalité. Allons directement à la littérature pédiatrique. Alors il y a deux études récentes. L'une dont on a déjà parlé, Frédéric Vallat a cité ce travail de l'équipe de Meta de Boston en 2012. C'est une étude prospective, non randomisée, qui a inclus 31 centres dans le monde, quelques centres en Europe, pas de centres en France, 500 enfants, c'était des centres effectivement volontaires, donc a priori peut-être plus sensibilisés à la thématique de la nutrition que la moyenne. Et donc cette équipe a pu montrer qu'une ration calorique entérale reçue qui se rapproche de l'objectif nutritionnel est associée à une mortalité plus faible. Ils ont comparé finalement 66% de la cible calorique versus 33% de la cible calorique en nutrition entérale. Diminution de mortalité. Également, donc, ils ont pu montrer une mortalité plus élevée chez les patients qui avaient reçu au cours de leur séjour en réanimation une nutrition parentérale. Mikhailov, donc aux États-Unis, dans une étude rétrospective qui a inclus une douzaine de centres et 5000 enfants, montré également qu'une nutrition précoce était associée à une mortalité plus faible. Alors c'est du rétrospectif, statistiques qui sont faites sur le principe des scores de propension, pas de différence sur le sepsis et la durée de ventilation mécanique. Donc on voit qu'on se rapproche finalement, c'est les premiers éléments, ça reste préliminaire, mais on a des premiers éléments qui tendent à se rapprocher de ce qu'on connaît chez l'adulte. En pratique, finalement, on se rend compte que la nutrition entérale est à privilégier. Dans l'idéal, une nutrition entérale précoce qui permettrait d'atteindre des objectifs nutritionnels rapidement. Alors en pratique, dans la vraie vie, c'est ce qu'on connaît dans nos services de réanimation pédiatrique. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a tout un tas de bonnes ou de moins bonnes raisons de retarder l'initiation de la nutrition entérale, d'arrêter la nutrition entérale. Les interruptions les plus longues, ça c'est des données qui viennent du service dans lequel je travaille, sont liées à la période périopératoire, comme l'a dit Frédéric Vallat. On interrompt la nutrition entérale longtemps avant l'intervention chirurgicale. On met souvent du temps avant de la reprendre en post-opératoire. Et une autre situation, c'est l'extubation programmée. Les interruptions sont plus fréquentes chez les plus petits, notamment chez les moins de 6 mois. Ce constat, on le retrouve dans la littérature, qui est pauvre, mais on a quand même des données canadiennes de 2013, qui ont montré que, alors c'est sur une durée de moyenne de séjour très courte, entre 2 et 3 jours, mais que les patients passaient quasiment la moitié du temps en réanimation sans aucun support nutritionnel, c'est-à-dire sans nutrition entérale ni parentérale, parfois juste avec une hydratation IV. Dans l'étude de Meta dont on a déjà parlé, la nutrition entérale était débutée avant H48 chez 60% des patients, que 60% des patients, puisque les recommandations, ce serait de la débuter très tôt chez tous les patients. Et c'était pourtant les centres de réanimation qui étaient plutôt sensibilisés à la thématique. La nutrition entérale était interrompue en moyenne quasiment 2 heures par jour. 71% des patients ont eu un arrêt de nutrition entérale supérieur à 2 jours. Et en moyenne, c'est un chiffre qui est assez effrayant, les enfants ont reçu 38% de la ration calorique entérale quotidienne prescrite. Discordance majeure entre ce qui est prescrit et ce qui est effectivement reçu, administré aux patients. Les apports en nutrition entérale ont atteint 50% de la cible calorique seulement à partir du 6e jour. Donc on n'est plus sur le précoce. Dans cette étude, dans une autre étude donc, brésilienne, à Sao Paulo, les patients, c'est à peu près les mêmes, finalement on retombe à peu près sur les mêmes choses. On passait 2 jours sur une moyenne de séjour de 11 jours, sans aucun support nutritionnel. Et un retard effectivement pour atteindre la cible calorique. Donc on a une discordance majeure en réalité entre la quantité prescrite en nutrition entérale et la quantité administrée au patient et effectivement reçue par le patient. Et la cible calorique est rarement atteinte dans un délai raisonnable, c'est-à-dire dans les premiers jours. Qu'est-ce qu'on peut proposer ? La première chose qu'on peut proposer, c'est d'écrire des protocoles
de nutrition entérale dans les services de réanimation pédiatrique. Protocoles médicaux, mais également protocoles infirmiers. Commencez tôt pour tous les patients, si possible moins de 24 heures après l'admission et au plus tard dans les 48 heures qui suivent l'admission de l'enfant en réanimation. Les seules vraies contre-indications à la nutrition entérale sont l'hémorragie digestive active, situation finalement assez rare chez l'enfant, l'occlusion, pas l'iléus, l'occlusion, et l'état de choc non contrôlé, c'est-à-dire comme l'a dit Frédéric Vallat, effectivement, quand on est encore sur des doses croissantes d'amine et que l'hémodynamique n'est pas stabilisée. Les fistules digestives à haut débit sont des situations extrêmement rares chez l'enfant. Finalement, ça concerne peu de patients, ces véritables contre-indications à la nutrition entérale précoce, beaucoup moins que les 40% d'enfants qui n'étaient pas alimentés dans les 48 heures dans l'étude de Meta. Augmenter progressivement cette alimentation, cette nutrition entérale sur 48-72 heures afin d'atteindre la cible calorique. Alors un bon moyen, c'est d'utiliser une nutrition entérale continue, bien sûr, de commencer par une nutrition continue avec une pompe électrique à régulateur de débit et d'augmenter progressivement ce débit, commencer à 25% de la cible calorique et augmenter progressivement sur 2, 3, 4 jours la ration quotidienne. La sonde gastrique en première intention. La sonde de la nutrition post-pylorique doit être réservée à certaines situations très particulières. Pour la majorité des patients, la sonde gastrique est tout à fait pertinente. L'utilisation d'un mélange polymérique de nutrition entérale en première intention, pas un mélange hypercalorique, pas un mélange avec fibres, un mélange standard, polymérique, ni une nutrition semi-alimentaire en première intention. Utiliser un prokinétique, ça c'est quelque chose qui, en pratique, dans les services dans lesquels je travaille, a modifié, a amélioré de façon significative la tolérance de la nutrition entérale. On utilise essentiellement l'érythromycine. Et ne pas tenir compte des résidus gastriques, on en a déjà parlé, c'est sûr qu'on n'a pas d'intérêt à tenir compte des résidus gastriques. Ça ne change rien sur notamment les problématiques de pneumopathie d'inhalation. Finalement, qu'est-ce qui reste comme place pour la nutrition parentérale ? Rarement une place exclusive, puisque quasiment tous les patients peuvent être alimentés par nutrition entérale de façon précoce. Donc ça va être essentiellement une nutrition parentérale complémentaire quand on n'atteint pas la cible énergétique suffisamment tôt. Quand la débuter ? Alors là, c'est la controverse de la décennie. C'est le débat passionné en nutrition en réanimation adulte qui a alimenté effectivement nombre de lettres à l'éditeur, de réponses. Finalement, cette controverse a été liée à trois publications. Alors, je vais les résumer rapidement, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est important de connaître ça parce que ce débat chez l'adulte est intéressant aussi pour nous en réanimation pédiatrique. Étude Princeps. C'est l'équipe de Louvain qui l'a publiée en août 2011. C'est l'étude EPANIC qui avait pour objectif de comparer une nutrition parentérale précoce, c'est les recommandations européennes, J3, à une nutrition parentérale tardive, plus proche des recommandations américaines, après J7. Dans cette étude, les résultats sont clairement en faveur d'une nutrition parentérale plus précoce en termes de morbidité. Je ne vais pas entrer dans le détail, c'est des patients qui avaient une durée de séjour plutôt faible, plutôt du post-opératoire de chirurgie cardiaque. Ensuite, les équipes de Genève et Lausanne ont publié les résultats de leur étude qui avait pour objectif d'évaluer l'intérêt d'une nutrition parentérale complémentaire précoce dans l'objectif de couvrir la dépense énergétique de repos qui n'était pas couverte par la nutrition entérale. Pas de différence sur la mortalité entre les deux groupes, diminution de certains types d'infections dans le groupe nutrition parentérale complémentaire. Et puis enfin, plus récemment, une étude australienne, publiée en 2013 dans JAMA, qui avait pour objectif d'étudier l'intérêt d'une nutrition parentérale plus ou moins précoce chez les patients qui présentaient une contre-indication à la nutrition entérale.
nutrition parentérale soit ultra précoce, en moyenne 44 minutes après l'admission, à une nutrition parentérale un petit peu plus tardive, après 48 heures. Pas de différence de mortalité entre les deux groupes, et un gain en termes de durée de ventilation mécanique dans le groupe nutrition parentérale la plus précoce. Vous voyez que tout ça n'est pas pour apaiser le débat, alimente la controverse. Quel message on peut retenir actuellement ? Il y a eu des tentatives d'apaisement, des tentatives de consensus. Alors, ce qu'on peut affirmer, c'est que le patient agressé doit recevoir un support nutritionnel précoce, tout le monde est d'accord pour le dire, que la sous-nutrition comme la surnutrition sont délétères, que l'apport nutritionnel optimal, il est toujours entéral, et qu'il n'y a jamais d'urgence à débuter une nutrition parentérale. Donc on retombe sur nos données dont on a déjà discuté, débuter précocement la nutrition entérale et envisager secondairement une nutrition parentérale complémentaire si la nutrition entérale est impossible ou insuffisante. Jean-Charles Prazer et Jean-Louis Vincent ont proposé cet algorithme qui concerne les patients adultes, bien sûr en 2013, qui proposait effectivement de commencer l'alimentation, la nutrition entérale précocement et de se poser la question entre J5 et J7 d'ajouter une nutrition parentérale complémentaire quand on n'atteint pas 80% de la cible calorique. Alors est-ce qu'on peut extrapoler cette attitude à l'enfant? On est plutôt d'accord pour dire a priori oui. Sur le principe, les premiers éléments dont on dispose chez l'enfant, même s'il y en a peu, ont plutôt tendance à nous conforter et à utiliser cette stratégie. La nuance vient du fait que les réserves énergétiques chez l'enfant sont plus faibles, et les précédents orateurs ayant fait allusion, également que la phase aiguë catabolique de la réponse au stress est probablement plus courte, certainement plus courte chez l'enfant que chez l'adulte. C'est cette fameuse phase de protéolyse, de lipolyse, d'insulinorésistance, pendant laquelle la surnutrition, l'overfeeding, est probablement le plus délétère. Qu'est-ce qu'on peut proposer et qu'est-ce qu'on a finalement osé proposer dans le cadre de la recommandation formalisée d'experts? Il faut utiliser la voie entérale en première intention chez l'enfant présentant un tube digestif fonctionnel, on est d'accord. Il faut probablement, et c'est un accord fort, instaurer une nutrition parentérale entre les 3e et 5e jours. Vous voyez qu'on est plus précoce que ce qui est proposé chez l'adulte, afin d'obtenir l'objectif calorique, soit en complément de la voie entérale, soit exclusivement lorsqu'on est sur une contre-indication de la nutrition entérale, tube digestif non fonctionnel. Et enfin, il faut utiliser des solutés de nutrition entérale et parentérale spécifiquement destinées à l'enfant. On tenait à préciser cela, puisque les produits de nutrition entérale et parentérale adultes ne sont pas adaptés à l'enfant, notamment en ce qui concerne l'aminoacidogramme, l'apport en acides gras essentiels et les besoins en vitamines et éléments traces. Je vais passer vite. Une petite question d'actualité. Il me reste 1 minute. Bronchiolite. On est confronté en pratique tous les jours actuellement, c'est la saison. Un enfant de 3 mois qui présente une bronchiolite aiguë, virale, est hospitalisé en réanimation. Il vient d'arriver. Cet enfant est stabilisé sur le plan respiratoire, en ventilation non invasive. Quelle est votre stratégie? Qu'est-ce que vous choisissez pour cet enfant dès l'admission, en première intention? Est-ce que vous le laissez à jeun, sans apport alimentaire péros ou en nutrition entérale? Qui d'entre vous choisit cette option? Est-ce que vous laissez cet enfant entêter finalement ce qu'il veut? Vous allez le laisser libre de prendre les apports nutritionnels qu'il est capable de prendre, péros? Qui choisit cette option? Vous êtes quelques-uns effectivement à choisir cette option. Vous choisissez une nutrition entérale, c'est-à-dire vous posez une sonde gastrique et vous commencez une nutrition entérale, une nutrition entérale chez cet enfant. Donc là, visiblement, vous êtes la majorité à choisir cette option. Qui choisit une hydratation simple, sans autre support nutritionnel, une hydratation simple sur voie veineuse périphérique? Personne. Et qui commence d'emblée une nutrition parentérale chez cet enfant? Personne non plus.
Effectivement, ce serait mon option effectivement de choisir une nutrition entérale sur sonde gastrique. Alors ça c'est une donnée qui est quand même, c'est une notion qui est récente puisque les recommandations américaines qui datent de 2006 déjà pour la prise en charge des bronchiolites en réanimation, enfin les bronchiolites de façon générale et les bronchiolites sévères, ne prenaient pas en compte cette option. Les recommandations c'était de perfuser l'enfant et de lui administrer une hydratation simple IV, probablement par crainte du phénomène de régurgitation, de vomissement et d'inhalation si on pose une sonde gastrique à cet enfant. Quelques études commencent à sortir qui, on va dire, légitiment cette envie qu'on a de plutôt poser des sondes gastriques que des voies veineuses périphériques dans les bronchiolites. Cette étude israélienne, c'est une étude pilote qui a montré qu'il n'y avait pas de différence entre ces deux groupes d'enfants, sonde gastrique versus hydratation simple sur VVP, avec pas de différence sur le devenir en termes d'état respiratoire de l'enfant, beaucoup moins de complications dans le groupe sonde gastrique que dans le groupe VVP, et beaucoup moins d'échecs dans le groupe sonde gastrique que dans le groupe voie veineuse périphérique. Ça, c'est intéressant. Nutrition entérale chez l'enfant avec une augmentation de son travail respiratoire. Ça, c'est l'équipe hollandaise qui a bien connue, qui a publié. Effectivement, quand on utilise une nutrition entérale avec des apports caloriques et protidiques élevés, on a une modification et un effet positif sur la balance protéique. On a une augmentation du catabolisme, mais une augmentation en proportion plus importante de l'anabolisme protéique, qui peut être intéressant dans cette situation. Le groupe, finalement, qui recevait une nutrition hypercalorique, hyperprotidique, c'était l'infatrini. Et le groupe contrôle, c'était un lépromérage classique. Donc en faveur d'une nutrition entérale enrichie en protéines et en calories chez ces patients. Finalement, le dernier état des lieux et recommandations, qui date de 2013 pour la prise en charge des bronchiolites, prend en compte déjà cette tendance et précise qu'effectivement, on peut tout à fait utiliser une sonde gastrique, une nutrition entérale précoce par sonde gastrique chez les bronchiolites, chez les patients présentant une bronchiolite hospitalisée en réanimation, qu'il n'y a pas plus de complications avec la sonde gastrique, avec la nutrition entérale qu'avec l'hydratation simple sur voie veineuse périphérique, et que notamment on a moins d'échecs, puisqu'on a des échecs de voie veineuse périphérique, il n'y a pas d'échecs de nutrition sur sonde gastrique, ou très peu, et qu'on n'a pas de complications, on n'a pas de problème avec les problématiques de vomissement et d'inhalation, de pneumopathie d'inhalation, qui étaient peut-être plus de l'ordre du fantasme que observé en réalité. Voilà, pour conclure, donc vous l'avez compris, la nutrition c'est une thérapeutique à part entière en réanimation. C'est une évidence dans la prise en charge de l'enfant agressé, au même titre que la ventilation ou l'hémodynamique. L'impact pronostique de la stratégie nutritionnelle en réanimation pédiatrique reste à préciser. Donc il faut maintenant construire des projets d'études et participer aux travaux sur la nutrition en réanimation pédiatrique. Je vous remercie de votre attention.